Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour commenter l'actualité du moment sur les marchés. Planète Marché ce soir avec Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue. Étienne de Marsac, à vos côtés, le responsable de la gestion multi-asset de Sony Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Régis Béguet de nous accompagner également. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Le directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Commençons par l'actualité très chaude. Régis, je vous passe la parole. Effectivement, le vaccin AstraZeneca est déclaré sûr et efficace de manière officielle, j'ai envie de dire, par l'autorité européenne du médicament, qui avait déjà répété ses avis précédemment. Est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau ce soir sur ce vaccin AstraZeneca ? Toujours suspendu au moment où on se parle, on verra les décisions politiques qui sont à venir, mais toujours suspendu dans bon nombre de pays européens. L'avis de l'EMA, de l'Agence européenne du médicament, est tout sauf une surprise, puisqu'effectivement, on avait eu... Bon, déjà, on avait les données statistiques, dont on savait qu'il n'y avait pas de surincidence de la thrombose parmi les gens qui ont été vaccinés. Et par ailleurs, on a eu la directrice exécutive de l'EMA qui s'était exprimée avant-hier, au moment même, plus ou moins, où le président de la République suspendait le vaccin, pour dire que le vaccin était sûr et efficace. Donc il n'y avait pas vraiment de suspense sur ce plan-là. En France, on avait conditionné la reprise de la vaccination à cet avis qui devait être rendu ce soir. Donc je pense que les choses sont claires. Dans les autres pays, je pense que c'est peut-être un petit peu moins clair, mais en tout état de cause... l'Italie a été très claire. Draghi en Italie a été très clair. Oui, il a Draghi, dit nous, on va continuer. Absolument. Draghi, mais tout ça est venu de l'Allemagne, en fait. Toutes les inquiétudes... il y a eu l'Autriche dans un premier temps, ensuite il y a eu pays nordiques aussi, de pays nordiques, mais ce qui a déclenché la décision française, c'est la décision allemande, ce qui était un peu surprenant. En tout état de cause, je crois qu'on referme cette parenthèse. Maintenant, la question sera, dans le public, quelle sera la confiance qui sera accordée à ce vaccin. Ça va être ça le sujet maintenant. Est-ce qu'on sera toujours dans l'idée d'avoir moins de vaccins que ce que les gens veulent, ou est-ce que les gens ne voudront plus du coup se faire vacciner compte tenu des inquiétudes qui auront été comment dirais-je, mises dans l'esprit des gens? Bon, c'est vrai que la comparaison Europe-États-Unis sur ce plan-là est franchement désagréable pour nous. On ne va pas se voiler la face. Mais allons-y, ça va nous amener à parler de la Réserve fédérale américaine. Léa, moi j'ai en tête quand même des symboles très très forts aux États-Unis. Le Texas a rouvert le 10 mars dernier. AMC, la grande chaîne de cinéma, nous dit que 98% de ces cinémas seront rouverts aux États-Unis ce vendredi. Disney a déclaré que les parcs, au moins ceux de Californie je crois, seront rouverts d'ici le 30 avril. On voit que tout va très très vite, avec quand même une date qui reste la date officielle, celle du 4 juillet, et la promesse de Joe Biden d'avoir une fête nationale quasi normale pour tous les Américains. Mais on sent bien que ça va aller beaucoup plus vite que ça, Léa. Alors, on avait en tête, nous, sur le scénario de 2020 pour les économies développées, une séquence en 3 phases. Une phase pandémique, une phase de confiance et la phase d'ajustement. Les États-Unis sont déjà passés de la phase pandémique. En gros, on met les contraintes sanitaires de côté grâce au vaccin et grâce à la vitesse de vaccination. Et on rentre dans cette phase de confiance. Alors, c'est le cas pas que pour les États-Unis, c'est le cas pour le Royaume-Uni également. Et cette phase de confiance est d'autant plus aux États-Unis alimentée par le plan fiscal avec un apport direct aux ménages, aux entreprises, aux États, aux écoles, aux campagnes de vaccination. Donc en plus, on met un boost. Donc cette phase de confiance, c'est pas seulement on arrête les confinements et on réouvre, c'est on arrête les confinements, on réouvre et on vous donne de l'argent pour consommer, dépenser et investir. Donc c'est vraiment une phase très forte, très robuste. Ou à l'inverse, en Europe, on est encore dans cette phase pandémique. Et j'irais même plus loin, cette phase pandémique, elle est décalée dans le temps, parce qu'avec les mesures de confinement à attendre en France et probablement dans les autres pays européens, quand on regarde l'Italie, l'Allemagne, en fait, on va de nouveau avoir ce choc sur l'activité qui va de nouveau contraindre, même si ce n'est pas la même ampleur que ce qu'on a pu connaître il y a un an, mais du coup, ça va rallonger les délais avant qu'on arrive à cette phase de confiance. Et donc, cette phase de confiance qu'on pouvait espérer, disons, au deuxième trimestre en Europe, on est plutôt deuxième trimestre, troisième trimestre,
À l'inverse des États-Unis, on est déjà dedans et ça s'accélère. Mais cette phase de confiance en Europe, on y aura droit. Enfin, elle se matérialisera de la même manière qu'elle peut se matérialiser aux États-Unis, avec toute l'intensité américaine qu'on n'aura peut-être pas en Europe, mais tout l'hédonisme du consommateur américain qui est enfin libéré. On aura, nous aussi, cette phase de confiance en Europe. Les données d'enquête, en tout cas, montrent qu'il y a une part conséquente des sommes qui a été épargnée, il y a une part de confiance et de volonté d'achat. Donc, cette phase de confiance, alors autant aux États-Unis, elle va être longue, robuste et probablement durable, parce qu'il y a en plus des autres plans qui arrivent. Autant en Europe, on considère que ça va être probablement une phase qui est plus temporaire et les problèmes sociaux, politiques, d'ajustement de l'emploi, d'ajustement de confiance vont plutôt arriver en fait sur la fin d'année en Europe. On va avoir deux prismes en fait aux États-Unis. On a un rebond et on l'accentue par des dépenses fiscales. En Europe, on va avoir un rebond. Il va falloir que ça suive et pour l'instant, on n'est pas du tout sur le même schéma. L'économie américaine s'est déjà crashée et reprend. En Europe, on a maintenu l'économie. Donc c'est vraiment deux économies différentes avec des divergences très fortes. Ouais. Bon, je disais, la comparaison est un peu désagréable, c'est dur à accepter, mais comment vous regardez cette situation ? Encore une fois, aux États-Unis, tout va très très vite, la réouverture. Je pense aussi aux chèques, Léa l'évoquait. Enfin, le plan est signé la semaine dernière par Biden. Les chèques sont déjà arrivés chez les ménages américains, enfin au moins pour 90 millions de foyers, pour 240 milliards de dollars de chèques qui ont déjà été envoyés. Étienne. Oui, écoutez, les États-Unis sont d'une efficacité redoutable. Ça a été dit en fait déjà dans les révisions de croissance en fait qui passent de 4,2 donc à 6,5, donc une révision de quasiment 50%, c'est quelque chose d'astronomique. C'est même, je pense que c'est quasiment du jamais vu. Et ça crée, si vous voulez, un écart de croissance entre la zone US et la zone euro qui, elle, forcément, va quelque part se matérialiser via soit un différentiel de taux, soit un différentiel de taux de change. Si le consommateur américain consomme plus, alors vous avez une balance des paiements qui devient déficitaire. Donc vous avez un dollar qui, lui, est amené à continuer à baisser. Et en comparaison... Donc, à continuer à baisser. Toute chose égale par ailleurs. À se mettre à baisser un peu, quoi. Se mettre à baisser un petit peu, enfin, au moins, peut-être à reprendre cette tendance baissière. Et avec, du coup, en flip side, en compensation, un euro qui resterait relativement stable et relativement fort. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une difficulté finalement à générer de l'inflation en zone euro, alors qu'on va réussir probablement à en générer ailleurs. Et si on ne génère pas de l'inflation en zone euro, alors on a du mal à pousser le consommateur à acheter, à consommer, parce que qu'est-ce qui le pousse à sortir son portefeuille en fait de sa poche ? C'est la perspective que les prix montent. Et si les prix montent moins vite finalement que ce qu'il ne croit, finalement, on va créer de nouveau un environnement qui sera un peu plus déprimant pour la zone euro que pour le reste du monde. Et donc ça, c'est un challenge qui est très bien perçu d'ailleurs par Philippe Lane, qui s'est fendu d'un long entretien dans le FT il y a 2 jours. Le chef économiste de la BCE. Absolument. Donc dans lequel il insiste en effet sur la politique ultra accommodante de la BCE, de sorte de désancrer en tout cas des anticipations de déflation ou en tout cas de participer à cette création de perspectives inflationnistes. Parce que c'est vraiment l'enjeu de la zone euro. Bon, et je note aussi les remarques d'Isabelle Schnabel, cette semaine, membre allemande du directoire de la BCE, qui s'exprime, elle, sur le volet budgétaire et qui s'interroge ouvertement sur l'ampleur du plan de relance. Est-ce que les 750 milliards prévus par l'Union européenne sont suffisants au regard des défis et des challenges qui s'accumulent ? Oui, mais c'est exactement le sujet. Vous avez un rapport de 1 à 3. Donc quand les États-Unis, en fait, dépensent ou relancent 1 point de PIB ou 3 points de PIB, en Europe, on relance par 1 point de PIB. Donc là, ça continue à créer un différentiel de potentiel de croissance ou de croissance réalisée qui ne va pas dans le bon sens. Bon, vos commentaires, Régis, et puis sur le plan de l'investissement, est-ce qu'il y a mieux à faire que d'être investi sur des actions européennes aujourd'hui ? Ou est-ce que non, on a aussi devant nous peut-être le bout du tunnel qui doit profiter au marché européen, là où d'autres marchés ont déjà intégré la croissance, la surcroissance américaine qui arrive notamment dans les prochains mois ? Alors, effectivement, il y a une forme de paradoxe, puisque dans cette affaire Covid qui dure donc maintenant depuis 1 an, l'Europe aura été vraiment la grande perdante sur tous les plans, sur le plan de la durée de confinement, sur le plan de la relance et sur le plan maintenant de la vaccination. Donc il y aura eu vraiment une défaite de l'Europe
par rapport d'abord à l'Asie, qui a résisté, puis ensuite, dans un deuxième temps, aux États-Unis, on le disait, 6,5% de croissance aux États-Unis, on va en être très très loin. Les États-Unis vont retrouver leur niveau d'avant-crise de PIB probablement à la fin de l'année. Avant, fin du deuxième trimestre, disent les économistes. Ou bien avant, pardon. Et l'Europe, peut-être dans un an. Donc, on est très loin. Et paradoxalement, ça n'est pas si mauvais que ça pour les actions européennes. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que les actions européennes, les grandes capitalisations, mais aussi d'ailleurs un certain nombre de petites capitalisations sont exposées à l'économie mondiale, donc en partie à l'économie asiatique, en partie à l'économie américaine. Et quand on ajoute l'Asie et les États-Unis, c'est plus important que l'exposition à l'Europe pour les valeurs cotées en Europe. Par conséquent, ils bénéficient tout à fait de cette croissance en tant que valeur cotée. Évidemment, c'est toujours difficile, nous, de notre point de vue, qui nous apprêtons à être réenfermés, de se dire que, en fait, le monde est en train, lui, de s'ouvrir et d'accélérer, et que c'est ça que reflète la bourse. Deuxième aspect des choses, cette pontification de la courbe américaine que nous évoquions, elle amène aussi une certaine pontification en Europe, pas dans les mêmes proportions, mais il y a quand même une certaine transmission de cette pontification, et cette pontification, c'est-à-dire des taux longs plus élevés que des taux courts, eh bien, elle est favorable, au secteur bancaire, bien entendu, et elle est favorable au secteur cyclique, d'une manière générale, qui sont plus exposés en Europe, qui sont plus importants proportionnellement aux indices en Europe qu'ils ne le sont aux États-Unis. Mais l'Europe peut supporter ce petit mouvement de pontification, parce que je comprends qu'aux États-Unis c'est bon parce qu'il y a une telle intensité de croissance que le marché ne voit que des bonnes raisons à ce stade dans la remontée des taux obligataires. En Europe, j'ai pas l'impression que ce soit le même schéma. Alors, ça profite mécaniquement aux banques, c'est très bien, mais si la remontée des taux en Europe vient à freiner la croissance ou la reprise, ce sera pas bon pour les banques non plus à un moment. Très franchement, ce serait très étonnant parce que là, on parle de taux 10 ans en Europe qui sont tous plus ou moins négatifs ou autour de 0 et qui se rapprochent de 0%, partant d'une partie courte de la courbe qui est à moins 0,4. C'est loin d'être une entrave à la croissance. Une petite pente, mais voilà, on ne peut pas se dire que des taux à 0% sont une entrave forte à la croissance et à l'investissement. Quand même, je ne crois pas qu'on en soit là. Ouais. Bon, on va profiter du plan de relance américain, nous, en Europe, oui, Léa ? Oui. Passons aux bonnes nouvelles. Oui, on va en profiter. Pas seulement nous. Certaines économies vont en profiter. Je pense aux économies d'Amérique latine, au Brésil, au Mexique. En Europe, on est probablement ceux qui vont moins en profiter en termes de poids de PIB. Si on dit que ça joue à peu près entre 3 et 4% supplémentaires sur les États-Unis, c'est autour, on va dire, de 0,5 points de plus par rapport à une croissance qu'on pouvait imaginer sur les pays de la zone euro. Un peu plus fort en Allemagne, un peu moindre en France ou autre. Par contre, ça privilégie certains pays émergents. Après, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a le côté, le plan de relance a un effet booster sur l'ensemble. Par contre, il y a aussi ce côté, la hausse des taux aux États-Unis a un effet conséquent sur les marchés émergents et sur les actifs émergents. Donc, il y a toujours un effet de balancier. Il y a le côté, effectivement, plan de relance, reprise forte américaine, reprise mondiale, mais il y a aussi le côté reprise forte américaine, montée des matières premières, donc très différenciée selon les pays, ajustement sur les marchés, ajustement sur les actifs. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez mouvant, en fait. C'est pas un coup de boost homogène pour tout le monde. Non, pas du tout. C'est vraiment des histoires de normalisation. On parlait des émergences, si on prend l'exemple de la Chine, par exemple. Le plan américain, cette reprise américaine va forcément amener un supplément de croissance à l'économie chinoise. On sait aussi, on a eu la rencontre aujourd'hui en Alaska, les clivages entre les États-Unis et la Chine vont renaître, d'autant plus qu'on met pour les deux économies le choc Covid à côté. Donc les tensions qui existaient, qu'on avait à peu près oubliées, en fait, vont aussi ressurgir. Donc la rencontre à haut niveau, c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a rencontré les plus hauts diplomates chinois en Corée. Vous dites, c'est finalement, maintenant que les deux pays ont réglé la pandémie, c'est le point de départ de nouvelles tensions, peut-être, entre les deux pays. C'est sûr. C'est sûr. Peut-être, c'est sûr. Alors après, c'est pas du tout les mêmes tensions. On n'est pas du tout dans les mêmes facteurs très clivants, sans alliance. La manière d'être est différente. Mais en fait, une fois le choc Covid passé... Alors,
encore une fois, on met l'Europe de côté et la pandémie de côté, mais en fait, chose sur laquelle on assiste dans les économies qui s'en sortent et qui passent du coup de cette phase pandémique à cette phase de confiance, et ben, toutes les choses qui étaient présentes avant, qui ont été en fait masquées par le Covid, arrivent. L'exemple de la Chine est probant. En fait, on commence aujourd'hui à revoir apparaître les questions sur le deleveraging de la Chine et autres. En fait, c'est juste ce qui s'était passé avant le choc Covid qui ressurgit. Donc les choses normalisent. On reprend là où les choses s'étaient arrêtées avec la pandémie. En quelque sorte. Et donc c'est pour ça, oui, le plan américain est très bon. C'est un impulse très important à avoir en tête sur les prochains trimestres. Mais attention, toutes les failles en fait des pays, les tensions sociales, les tensions politiques vont ressurgir. Il n'y a pas juste l'effet positif américain. On a aussi toutes les contraintes et toutes les propagations qui vont se mettre en place. Bien sûr. Est-ce que le marché et la Fed se comprennent, Étienne ? Bon, Jérôme Powell ne fait que se répéter. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses très nouvelles dans la communication du patron de la Fed hier. Et les marchés aussi se répètent d'une certaine manière, avec des marchés obligataires qui corrigent encore un peu plus et une courbe des taux américaine qui se quantifie encore un peu plus aujourd'hui. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pensais que vous alliez me poser la question, est-ce que c'est une communication réussie ? Parce que quand même, il y avait beaucoup d'enjeux. Oui, il y avait des enjeux, mais maintenant, réussir à ne rien dire, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que depuis en effet 3 mois, que ce soit devant le Congrès ou que ce soit lors des réunions de politique monétaire précédentes, M. Powell dit exactement les mêmes choses. Donc c'est un discours qui devient rodé. Et ce discours rodé, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi qu'il arrive, je ne ferai rien. Ben oui. Donc il n'y a pas à se féliciter de réussir à dire ça devant une communauté financière qui se régale du coup, parce que lorsque la Fed bouge, c'est là où elle crée de l'incertitude. Et donc, peu d'incertitude, moins de volatilité, c'est très bon effectivement pour l'investisseur. Après, est-ce que les risques sont bien pricés ? Je ne le crois pas. C'est-à-dire que quand on regarde le taux 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'il est bien positionné par rapport au niveau d'inflation que l'on attend sur l'année prochaine, par exemple, et par rapport au taux réel, c'est-à-dire au potentiel ou à la croissance que va réaliser les États-Unis. Il faut savoir qu'en sortie de crise, que ce soit en 2009 par exemple ou en 2011, la pente 2 ans, 10 ans dont vous parliez tout à l'heure, elle s'établissait à 250 points de base en moyenne. C'était 250 en 2009 et en 2011 c'était 175 BP. Aujourd'hui on est à 120, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que vous avez encore un potentiel de hausse du taux 10 ans qui est très élevé. Ouais. Au moins 100 points de base, donc ce qui établirait le 10 ans américain vers 2,80. Et ça n'est pas anticipé, ça n'est pas pricé. Et donc, on parlait des choses positives qui sont liées au plan d'infrastructure et au plan d'investissement et au plan de soutien. Ces plans de soutien, quand même, ils sont faits par du financement à crédit de la part de l'Agence du Trésor américain et donc génèrent des taux qui doivent mécaniquement remonter. Et donc, toute la question, c'est le rythme de cette remontée. C'est-à-dire, c'est la dérivée seconde. Si la Fed arrive à maintenir une remontée à peu près maîtrisée, ça peut ne pas trop poser de problème au marché action, du moment que la croissance des bénéfices est supérieure à la remontée des taux d'intérêt. Mais si les taux d'intérêt remontent plus vite que ne remontent les bénéfices, alors là, on a un sujet qui peut casser cette belle dynamique et ce bel enthousiasme qu'on a sur les marchés de manière générale, sur la value, comme vous l'avez dit, et qui commence à peser sur donc la tech, la grosse, donc tous les actifs sur lesquels on actualise les dividendes sur une longue durée. Donc si on prend un taux long qui remonte très fortement, alors ces actifs-là doivent baisser. Et donc quoi, Powell, il prend un certain risque quand même en disant je ne bouge pas, je vais laisser l'économie surchauffer et à ce stade, j'ai pas besoin d'intervenir plus sur les marchés obligataires. Il donne un quitus, il donne un feu vert aux investisseurs pour continuer de pontifier cette courbe de taux. Il prend un risque là ou pas ? Oui, c'est pas parce qu'on dit. Alors pourquoi il le prend ? Je veux dire, il l'a répété encore plusieurs fois jusqu'à hier soir. Il n'a pas le choix. C'est surtout qu'il n'a pas le choix en fait de prendre ce risque. La question qu'il faut avoir en tête, c'est si on perd la crédibilité de la Fed, plus rien ne tient dans tout notre scénario. La Fed a annoncé il y a 1 an qu'elle changeait sa politique monétaire. Si au bout de 3 mois d'attaque de marché, elle dit « Ok, j'entends, j'ajuste », c'est fini, on n'a plus de crédibilité Fed. On n'a plus de dollars, on n'a plus d'ajustement limité sur les taux. Tout le scénario sur lequel on repose aujourd'hui... Mais quand vous dites « j'ajuste », ce serait quoi ? J'entends le marché et moi aussi je commence à anticiper des hausses de taux, là ? J'entends le marché, j'ajuste des taux. On a aujourd'hui une inflation qui est temporaire. Ouais. La Fed dit l'inflation temporaire ne me pose pas de problème. On a une croissance qui va être plus forte.
il n'y a aucune raison, avec son action et sa nouvelle stratégie, de changer. Si elle change, elle donne raison au marché. Et donc, dans ce cas-là, la Fed n'est plus crédible. Donc, alors, il est cornérisé. C'est pas qu'il n'a pas le choix, c'est la Fed s'est auto-cornérisée et il y a une vraie question de comment elle va en sortir. La bonne idée, c'est de dire l'inflation est réellement temporaire et dans 2-3 mois, les pressions qu'on a eues sur les prix diminuent. On a cette euphorie qui se tasse un peu et puis on retourne sur quelque chose de formel et puis le forward guidance se met en place. Les taux à 2,8, c'est pas hallucinant quand on regarde les fondamentaux. Par contre, il ne faut pas qu'on prenne 100 BP en l'espace de 4-5 mois. Après, si l'inflation montait vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si l'inflation montait vraiment, je pense que la Fed serait obligée de reculer et de se dédire à un moment donné. Mais qu'elle augmente de manière durable. Voilà. Là, est-ce que vous pensez que la Fed retrouvera ses vieux réflexes de hausse de taux presque préemptive dès que l'inflation dépasse les 2%. Ça fait des mois qu'ils nous expliquent que c'est fini, ça, Régis. Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu, l'inflation durable à d'accord, mais ils ont réfléchi quand même. Donc, moi, si on se retrouve avec une inflation à 3-4%... c'est ce qu'on va avoir. Dans 2 mois, on a une inflation de 3,5%. Je ne crois pas que la Fed soit capable de résister très très longtemps, peut-être quelques temps, mais moi je pense qu'ils seront à un moment donné obligés de se dédire, on verra. J'entends bien. Vieux réflexe ou nouvelle réaction nouvelle fonction de réaction, c'est-à-dire effectivement patienter, se montrer suffisamment patient pour démontrer que les effets étaient temporaires, ou bien utiliser des instruments qui ne sont pas les instruments en fait habituels, c'est-à-dire le contrôle de la courbe de taux. Il n'est pas impossible, par exemple, alors que ce soit un contrôle un peu soft, c'est-à-dire que la Fed se mette à rallonger la duration, donc la durée des actifs qu'elle achète en portefeuille à hauteur de 80 milliards par mois, et ça pourrait permettre d'éviter effectivement que les taux longs ne se tendent trop fortement et stabiliser le système. Mais ce n'est pas encore un outil nécessaire. Non, pas encore. Là, c'est beaucoup trop tôt. Là, effectivement, la Fed, comme le dit très bien Jay Powell, la remontée des taux d'intérêt a attiré mon attention. C'est-à-dire, schématiquement, c'est pas très grave pour le moment. On m'a parlé de ça. Il s'est passé un truc quelque part. Il dit c'est pas assez désordonné. Voilà. Ça capte mon attention, évidemment. J'imagine que tous les joueurs regardent ça quand même. Mais il dit c'est pas assez désordonné encore, ça provoque pas encore assez de dégâts sur les conditions financières en général pour que je m'en inquiète. Alors donc ça, c'est à la fois c'est rassurant et à la fois pour ceux qui voient un tout petit peu plus loin et se disent mais attention, on est quand même pas très loin d'un dérapage inflationniste qui pourrait s'auto-entretenir. Au contraire, ça génère un petit peu des angoisses et donc forcément le marché est en train de tester où se trouve le point d'inflexion du discours de la Fed en faisant remonter les taux d'intérêt. Bon. Régis, je voulais qu'on parle de l'automobile avec vous, la folie électrique qui s'empare des constructeurs européens, des constructeurs allemands, notamment là on a eu coup sur coup, je crois qu'il y a eu BM, il y a eu Volkswagen, enfin il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de communication. C'est pas tout à fait pareil BMW et Volkswagen. Non, mais BMW, Volkswagen, la réaction. Volkswagen, le parcours boursier là, des derniers jours du titre Volkswagen, c'est une capitale de 100 milliards quand même, donc c'est pas 150 même. 150, voilà aujourd'hui. C'est oui. Alors rappelons-nous dans quel contexte on se situe. Il y a quelques mois de cela, on a Tesla qui capitalise 800 milliards de dollars, qui capitalise plus que l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, Toyota compris, Volkswagen compris, donc les 2 grands leaders mondiaux compris, etc. Donc on est dans une valorisation de Tesla sur laquelle chacun a son avis, mais enfin qui est très très bizarre quand même par rapport au canon habituel de la finance. Et donc dont une partie nécessairement est spéculative et liée à l'enthousiasme des investisseurs particuliers pour la transition énergétique, les voitures électriques, et liée aussi à beaucoup de ce qu'on appelle le short squeeze, c'est-à-dire d'investisseurs qui avaient spéculé à la baisse sur Tesla, qui sont obligés de se racheter. D'ailleurs, Elon Musk s'en amuse beaucoup et les titille en permanence, etc. Mais enfin, on est dans un truc qui est très boursier, spéculatif, etc. En Europe, pas du tout. On a les constructeurs auto qui essayent de gagner de l'argent, qui en gagnent plus ou moins, ça dépend lesquels, qui font leur marge, 5, 8, 10%, etc. Des multiples de valorisation en général extrêmement faibles, parce que l'automobile c'est considéré comme un métier qui est risqué, donc les multiples de valorisation sont très faibles. Et puis vous avez donc BMW est tout à fait dans cette mouvance-là, c'est-à-dire
un constructeur automobile qui donne ses perspectives de marge, qui a monté effectivement, mais de manière très raisonnable, en fonction de ses perspectives d'amélioration de la marge et d'amélioration de ses ventes, etc. Un truc très classique. Comme Stellantis, comme Renault. D'accord. Et puis vous avez l'affaire Volkswagen, donc là, presque la troisième affaire Volkswagen. Oui, j'allais dire la nouvelle affaire Volkswagen. Nous avons eu l'affaire spéculative boursière Volkswagen 2008. Nous avons eu le scandale. C'était le corner historique, c'est ça? Oui, ça valait 1 000 € l'action. Ça valait, de mémoire, plus cher encore que Tesla. Ça a valu, je crois, 1 000 milliards d'euros. Oui, c'est ça. C'était devenu la première boîte du monde, la première capi du monde. En 2008, oui, sur une opération, là aussi, de short squeeze, et une opération de pure, non pas de pure spéculation, mais d'un phénomène purement boursier qui n'avait rien à voir avec les finances de l'assèchement du marché des titres, des titres Volkswagen sur le marché. Ensuite, on a eu l'affaire le Dieselgate de Volkswagen, et nous voilà maintenant la troisième affaire Volkswagen, pour laquelle là, je pense que le constructeur, pour le coup, n'est pour rien. Il a fait un capital market day, c'est-à-dire une présentation de ses capacités en matière de production de batteries. Ouais. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles des investisseurs particuliers américains qui, vous savez, spéculent énormément sur des sites internet, etc. Et sur Reddit, c'est Wall Street Bets, le forum Reddit, qui s'est saisi du dossier Volkswagen ces derniers jours. De l'affaire, exactement, qui a fait monter ce qu'on appelle l'ADR, c'est-à-dire l'action Volkswagen cotée aux États-Unis, qui est monté en flèche de plus de 20% et qui a entraîné l'action Volkswagen en Europe, l'action sans droit de vote, puis l'action à droit de vote, etc. Et c'est parti dans une chandelle semblable un peu à celle de Tesla sur cette affaire de batterie, mais qui est liée en fait à la spéculation de... Alors, j'avais raté effectivement le retour, enfin le retour, ils sont jamais partis, mais des particuliers américains, des redditeurs du forum Wall Street Bets sur Volkswagen spécifique. Mais au-delà de ça, les ambitions électriques de Volkswagen sont quand même monumentales. Ils nous disent on va avoir 70% du marché européen, on va construire des gigafactories, parce que c'est son adversaire évidemment, c'est Elon Musk, Herbert Diess, oui. Elon Musk, c'est le match aujourd'hui. Enfin, le leader mondial des batteries, c'est Toyota quand même. Hein. On l'oublie parfois, et Toyota qui n'a pas du tout une valorisation boursière de ce type-là. Il y a très longtemps que Volkswagen a des ambitions fortes en matière de batterie, d'électrique. Moi, je pensais que les dernières annonces, ça avait été quand même un peu un game changer pour le marché, pour les investisseurs, dans la manière dont ils regardent Volkswagen. Bah oui, il y a eu un changement de perception, mais pas un changement fondamental des annonces de Volkswagen, qui a plutôt confirmé, alors peut-être qu'à la marge, ils ont augmenté vaguement leurs objectifs, mais je vais plutôt confirmer ses ambitions en matière de voitures électriques, qui étaient des ambitions qui ont des années, et que de toute façon, aujourd'hui, tous les constructeurs ont. BMW a de grandes ambitions en matière de voitures électriques, et même les constructeurs français ont aussi de grandes ambitions. Tout le monde a de grandes ambitions. Il y en a peut-être qui ont les moyens de leurs ambitions plus que d'autres. De la transition. Ce qui est sûr, c'est que Tesla a, grâce au cours de bourse, bien sûr, pu lever cette année 10 milliards de dollars. Oui. Ce qui était à peine 2% de la capitalisation de Tesla au moment où il l'a fait. Et ça a été extraordinaire, parce que pour une toute petite dilution, ils avaient 10 milliards de dollars de cash à dépenser. Ce n'est pas encore le cas de Volkswagen, mais pourquoi pas, ça va peut-être leur donner cette hausse du cours de bourse va peut-être leur donner des idées. Ce sont des phénomènes, un petit peu comme on parlait pour l'inflation, qui s'auto-entretiennent aussi. Bon. En tout cas, ça a bien dopé le DAX. Hein. C'est vrai que le DAX, là, progresse de plus de 1% encore sur la séance aujourd'hui. Stratégie de marché, stratégie d'investissement, comment est-ce que vous êtes... avec quoi est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui, pour parler un mauvais français, Étienne de Marsac? Nous, en fait, on joue depuis un petit moment 3 thèmes. Donc, la normalisation du quotidien. Donc, en fait, c'est la progression de la vaccination supérieure à celle du virus, par exemple. J'expliciterai comment on le joue. Donc, la reflation et pourquoi pas l'inflation. Et puis, enfin, donc, la baisse un peu structurelle
structurelle du dollar. Donc la normalisation du quotidien, en fait, c'est le retour de toutes les valeurs en fait qui ont été décotées ou décimées pendant le Covid et qui reprennent un petit peu d'intérêt, notamment pour des raisons de value. Donc c'est les valeurs du tourisme, c'est les valeurs de l'hôtellerie, c'est par exemple les aéroports, dont certains tournent de nouveau en Asie quasiment à 90% de leur capacité. L'aéroport de Shanghai, par exemple, des choses comme ça. Des zones géographiques qui sont plus privilégiées que d'autres. Donc nous, on aime bien les États-Unis, même si ça fait pas tout à fait consensus, mais parce que les plans de relance, au moins, sont lisibles, annoncés à l'avance, et on connaît leur impact. Et puis, évidemment, en partie l'Asie. Donc la normalisation du quotidien, c'est un thème qu'on a joué plutôt par les actions, qui s'est assez bien passé. La reflation plus l'inflation, donc ça, c'est un thème qui est plus lié à l'univers des taux. Ça veut dire être très vendeur des taux américains. Donc une analyse si vous voulez, du supply déjà, donc des montants émis par l'agence du Trésor américain pour financer les plans de relance. Sont tellement importants qu'ils ne trouvent pas des acheteurs à des niveaux de taux préétablis. Donc il faut forcément reconstituer des niveaux de taux plus hauts pour trouver des intérêts. Donc comment on joue ça ? On joue ça en étant vendeur à découvert, duration négative, des taux 30 ans américains. On joue les taux Fed Fund américains qui commencent à pricer des hausses de taux en 2023. 2-3 hausses de taux peut-être, nous dit le marché en 2023. Au début, il n'y en avait pas. Maintenant, effectivement, il y en a presque 3 en 2023. Donc on a réussi à capter ce mouvement-là, donc de reflation et pourquoi pas d'inflation de l'économie. Et puis enfin, donc la baisse structurelle du dollar. Donc ça, c'est un thème qui est un peu plus difficile à jouer, qui était un thème de l'année dernière, qui cette année s'est un peu essoufflé et qui pourrait reprendre, pourquoi pas, notamment donc, contre les devises des pays émergents si la Fed ne bouge pas, où là on aura probablement un boulevard, on l'a dit, en Amérique latine, comme au Mexique par exemple, qui réussit sa campagne de vaccination et qui est un pays assez sain d'un point de vue des finances publiques. Sur l'axe reflation-inflation, moi ça m'intéresse. Enfin, jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Jusqu'où vous tenez ce genre de position ? On est à plus de 2,50 sur le 30 ans américain, 1,75 sur le 10 ans. Est-ce que déjà c'est des gros niveaux pour vous ? Est-ce que 2-3 hausses de taux pricées en 2023, le marché ne va pas se mettre à en pricer 4 ou 5 puisque la Fed nous dit qu'il n'y en aura pas de toute façon à ce stade. Oui, mais alors, c'est pas parce qu'en fait, c'est parce que la Fed dit qu'il n'y en aura pas que le marché ne va pas y croire. Il croira. Oui, ça j'ai bien compris. C'est pas parce que la Fed dit on se fiche de l'inflation que les taux ne vont pas pricer l'inflation. Les taux 30 ans, c'est quand même l'anticipation pendant 30 ans de l'inflation tous les jours. Donc il y a beaucoup de marge encore là ? Moi, je pense qu'il y a au moins 100 BP en fait sur les taux 10 ans pour revenir, mais probablement plus, puisqu'on sort en fait. Ça, c'est en se fondant sur le cadre qui prévalait jusqu'à maintenant. Ça nous ramène à 2,5%. Hein. Ça nous amène à 2,5, voire même de 4. Et comme la Fed se dit on va être patient, il n'y a aucune raison pour que les taux ne montent pas plus. Et donc, la manière dont on constitue nos portefeuilles, c'est les taux remontent pour des bonnes raisons, donc la croissance réelle, pour des raisons qui sont également un petit peu plus compliquées, mais qui sont les anticipations d'inflation. Mais les taux remontent, ok. Mais s'ils remontent pour des raisons de croissance réelle, alors on a raison d'investir sur les marchés actions. Donc on est risk-on. Je comprends. On a des portefeuilles qui sont très investis en actions, plutôt value d'ailleurs. Donc on parlait du DAX, formidable, du Nikkei par exemple. Tant que la hausse des taux est liée à l'intensité de la croissance, exactement. Il n'y a pas de problème à être sur les actions. Exactement. Et en fait, comment on hedge notre portefeuille ? On le hedge en étant en duration négative. C'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a qu'un seul facteur qui peut faire dérailler cette montée des classes d'actifs risquées, ce sont les taux d'intérêt. Et donc, il ne faut surtout pas être long des taux d'intérêt en face, comme c'était jusqu'à présent un petit peu le jeu des fonds traditionnels. On achète des actions, on le hedge en étant long taux. Là, moi, je pense qu'il faut faire exactement le contraire. C'est acheter des actions et être vendeur des taux d'intérêt. Comme ça, la cause qui produira la baisse des actions, c'est la remontée des taux. Donc, si vous avez les deux paris vous hedge et fonctionne en même temps. Et donc, c'est la raison des performances qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, quand même, on va se poser des questions, Léa, avec, je ne sais pas si les taux américains remontent à 2,50, 2,80, comme certains l'estiment, Étienne vient de nous en parler. Si on se retrouve en face, quand même, à un moment, avec une administration américaine qui décide de remonter les impôts, parce que ça, c'est toujours dans les cartes.
Est-ce qu'à un moment, l'enthousiasme sur la croissance va être un peu moins fort? Parce que des taux à 2,80 sur le 10 ans, je ne sais pas ce que ça donne sur les mortgages et sur l'immobilier américain, mais c'est assez mécanique. Normalement, ça va donner un petit coup sur l'immobilier US. Il y a deux choses en fait. Il y a la première question qui est vraiment le court terme. C'est comment les marchés et la Fed se battent. Dialogue. Ouais. Ou se battent. Alors, Oui, sur votre ça question dépend. point de vue. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait. On va avoir des pics d'inflation très élevés en mars et avril. Ouais. Donc dans les prochains mois, toute cette dynamique et ces tensions qu'on voit sur les taux obligataires vont s'accentuer, et d'autant plus après la conférence d'hier. Donc vraiment, il y a ce premier point. Une fois qu'on a ce premier point-là et qu'à la limite, on a, je peux dire, géré ce problème. Ouais, ou une fois qu'on a traversé ces quelques voilà, mois. que la Fed, alors j'espère, assoit sa crédibilité, et qu'en gros on est à peu près sûr que la nouvelle stratégie est acceptée par les marchés et que la hausse des taux devient plus graduelle. Là, on a en place le deuxième plan. Alors le deuxième plan Biden, il n'est pas censé être insufflé dans l'économie avant 2022-2023. C'est pas tout de suite. Et c'est un plan sur justement comment on relève la croissance de long terme, comment on relève la croissance potentielle. Il y a bien cette histoire de hausse d'impôts. Les hausses d'impôts, elles sont faites pour les entreprises. On revient un peu plus que ce qu'avait fait Trump et sa baisse, mais ça peut être compensé, en tout cas c'est ce qu'il y avait en tête au moment de l'élection, ça peut être compensé par des aides d'État s'il y a de l'investissement vert. Donc c'est déjà pas une hausse d'impôt franche. Et sur le reste, ça va être plutôt sur les ménages à haut revenu. Donc on peut espérer que la hausse d'impôt en fait soit plus facilement acceptée. C'est pas une hausse d'impôt massive pour toutes les classes. Et c'est bien le discours de la Fed, du Trésor, et de l'administration Biden, c'est de dire il y a un gros problème d'inégalité aux États-Unis. Même si on a un taux de chômage qui arrive au plein emploi dans un an, c'est pour ça aussi que le discours de la Fed, c'est un taux de chômage à 4 n'est pas un vrai taux de chômage à 4. Donc pour moi, le vrai problème, il est plutôt à court terme, réussir à assurer la crédibilité de la Fed. La question dynamique américaine, c'est pas parce qu'on a une hausse d'impôt qu'on renverse cette dynamique. Je me souviens à l'époque de 2018, en décembre 2018, on avait déjà eu cette histoire, les taux étaient remontés très fort. Et on avait fait le calcul de dire quel est le niveau des taux à partir duquel tout se tend. C'est-à-dire que les entreprises ne sont plus en bénéfice, on a une morsure, la charge, et on était sur des taux autour de 3%. Donc on n'est pas encore dans cette dynamique-là, à retravailler, à refaire, on en reparlera la prochaine fois, mais en tout cas, on n'est pas... Le premier point, c'est vraiment comment on gère la hausse de taux et comment on fait en sorte qu'elle ne soit pas trop forte, trop rapide. Le problème après, si c'est la question des impôts verts, comment on accroît la croissance potentielle, c'est plutôt une bonne nouvelle si on en arrive là. Bon. On verra comment tout ça est piloté dans les prochains mois par la Fed. Si vous voulez conclure, Régis, on peut reparler peut-être des actions européennes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse encore? Parce qu'il y a eu de gros mouvements. Le pétrole, aujourd'hui, il a perdu 4-5% aussi. Je ne sais pas s'il y a un petit truc à dire. Oui, le pétrole avait beaucoup monté dans le cadre des perspectives de réouverture, là aussi, des économies. Pas seulement, d'ailleurs. Il y a eu aussi un contre-pied de l'OPEP au début du mois, que tout le monde s'attendait à ce que les quotas, justement, soit augmentés pour répondre à cette augmentation de la demande qui allait revenir avec l'ouverture des économies. Et l'OPEP n'a pas augmenté ses quotas. L'Arabie Saoudite elle-même, qui indépendamment de l'OPEP s'était auto-bridée et avait coupé sa production de 1 million de barils jour, on pensait qu'elle allait remettre ce million de barils jour, elle ne l'a pas remis non plus, et ça a provoqué une assez forte envolée du baril, qui était encore à $50 en fin d'année dernière, et qui était à $70 et quelques jours. Donc là, il y a un peu le soufflet qui retombe, et on revient à $65, qui est quand même déjà un niveau qui est assez élevé compte tenu du contexte, où malgré tout, et malgré ce qu'on dit sur l'ouverture des économies, on n'est pas du tout en rythme de croissance normal, en rythme d'activité normale, et donc on a quand même encore un déséquilibre offre-demande qui est, enfin, on a plus d'offres que de demandes dans la situation actuelle. Donc il avait été très haut, ça fait aussi partie des mouvements un petit peu spéculatifs, On peut citer également dans les matières premières le CO2, la tonne de dioxyde de carbone qui s'envole gentiment, discrètement, mais gentiment. Ça veut dire quoi qui s'envole? Parce qu'on ne suit pas encore tous le cours de la tonne de carbone. Eh bien, on est à 42... On va apprendre, oui, on va apprendre parce que je pense qu'on va en entendre parler pas mal. On est à 42-43 $ la tonne. Le prix d'équilibre de cette tonne de CO2, c'est pas vraiment un prix d'équilibre, mais en tout cas le prix qui permet aux utilities de faire le switch charbon vers gaz, qui était le prix recherché un peu, c'est 35. Donc là, on est au-dessus de ce
prix de 35 qui était un petit peu le prix magique. Il faut savoir que c'est quand même un petit marché et donc potentiellement on pourrait tout à fait avoir une bulle spéculative qui se forme là-dessus, et pas seulement une bulle spéculative mais aussi des intérêts acheteurs, etc. Et donc ce sera quelque chose à regarder, parce que pour l'industrie européenne, ça pourrait devenir, si le cours continue à monter, ça peut être une entrave et ça peut être quelque chose qui devienne significatif, oui. Bon. À suivre. À suivre. Je vous encourage à le suivre. Ah bah évidemment. Pas en acheter, non mais le sujet de la transition énergétique et du prix du carbone, c'est un sujet majeur. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Régis Béguet, directeur des actions chez Lazare Frères Gestion. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Et Étienne de Marsac, le responsable de la gestion multi-asset de Sunny Asset Management.